Allez, aujourd'hui, je te propose un cas clinique sur l'épaule avec la formation de Vincent Giraud. Quelques informations pour commencer ce cas clinique. On est tout d'abord dans l'anamnèse et bilan clinique. On prend en charge une femme de 58 ans dont la prescription est la suivante: faire pratiquer par masseur kinésithérapeute DE séance de massage et rééducation de l'épaule droite dans le cadre d'une tendinite du sous-épineux. Quelques informations: elle est mariée, elle a 2 enfants, 3 petits-enfants et elle est assistante de direction dans une société de transport routier. La patiente vit en appartement, en ville, se déplace principalement à pied ou en transport en commun. Au niveau des antécédents, on note luxation du coude droit en tombant au ski il y a 15 ans dont elle a complètement récupéré. Les cervicalgies récurrentes pour lesquelles elle a arrêté la rééducation car elle ne voyait pas d'efficacité. Une entorse de cheville gauche il y a 5 ans. Une ménopause à 35 ans sous traitement hormonal depuis. Et des troubles anxio-dépressifs pour lesquels elle est suivie et traitée par antidépresseurs depuis 1 an. Elle pratique de l'aquagym 1 fois par semaine et du pilates 1 fois par semaine également. Le week-end, elle fait de la marche en montagne de manière occasionnelle avec son mari. Et elle vous explique que la douleur a débuté il y a 6 mois parce qu'elle décrit comme une gêne, une fatigue lorsqu'elle devait saisir des objets en hauteur ou pour ranger des courses dans un placard par exemple. Progressivement, cette gêne s'est aggravée et rend désormais difficile des mouvements de la vie quotidienne. Elle est limitée pour les exercices de bras dans le haut, notamment ceux qui requièrent de réaliser des mouvements horizontaux vers l'arrière. Et désormais, elle ressent également de fortes tensions dans le trapèze droit, accompagnées de sensations de fourmillement qui peuvent descendre dans le membre supérieur droit. Elle ajoute que ces douleurs cervicales ont récemment augmenté. Parmi les éléments à ta disposition, lesquels doivent augmenter ta vigilance quant à une potentielle pathologie sérieuse. Alors, on reprend quelques éléments qu'on a retrouvés dans cette présentation. L'antécédent de luxation de coude, proposition A. Proposition B, la ménopause précoce. Proposition C, la présence de sensations de fourmillement. Proposition D, l'augmentation des douleurs cervicales. Enfin, proposition E, le traitement par antidépresseur. Et bien, ce qui doit retenir ton attention, c'est ce point-là, la ménopause précoce, ainsi que l'augmentation des douleurs cervicales. Je te propose d'écouter tout de suite les explications de Vincent. Le rôle des drapeaux rouges, c'est de mettre en évidence des pathologies sérieuses. Chez cette patiente, on a 2 indicateurs qui, mis ensemble, peuvent nous indiquer qu'on est effectivement en présence d'une pathologie sérieuse, à savoir d'une éventuelle fracture ostéoporotique. C'est le fait qu'elle nous décrit avoir eu une ménopause précoce et la concomitance avec des douleurs cervicales. Question 2, on y retourne. Quels outils, examen, test clinique, réponse symptomatologique, vous permettraient d'augmenter la probabilité que la symptomatologie actuelle ne soit pas en lien avec l'épaule de la patiente? Plusieurs propositions. Petit A, la reproduction des symptômes grâce à des mouvements cervicaux. Ensuite, petit B, l'absence d'amélioration des symptômes avec des mouvements répétés du membre supérieur. C, la modification de certains réflexes myotatiques du membre supérieur droit. D, une radiographie pour évaluer le diamètre des foramen cervicaux. E, une échographie des tendons de la coiffe. Plusieurs bonnes réponses dans ces propositions. Petit temps de réflexion. Eh bien, ce sont les réponses A et C. Et vous allez tout de suite retrouver en vidéo les explications de Vincent. À l'examen clinique, on a principalement 2 outils qui nous permettraient de diminuer la probabilité qu'on soit effectivement en présence d'un syndrome de la coiffe des rotateurs. Ce serait la reproduction des symptômes de la patiente en réalisant des mouvements. À l'examen clinique, on a quelques outils qui nous permettent de diminuer la probabilité que l'on soit effectivement en présence d'un syndrome de la coiffe des rotateurs. Ces outils sont notamment le fait de reproduire la symptomatologie en réalisant des mouvements cervicaux. Et un autre outil, ce serait d'observer la modification de certains réflexes myotatiques du membre supérieur droit qui signifierait une atteinte radiculaire ou une atteinte nerveuse périphérique. Cas clinique et pour question 3. Alors, dans la liste de tests suivants, lesquels vont vous aider à affiner votre examen et augmenter la probabilité d'une potentielle atteinte radiculaire cervicale? Slump test, test de Job, test de Sperling, le test de Tinel, le test de recentrage de l'épaule, les différents ULNT, le C-test, le lift-off, les tests de force des muscles du membre supérieur, l'examen de la sensibilité thermique, l'examen de la sensibilité tactile. Une grande liste d'outils, il faut piocher les bons. Allez, le slump test, le test de Sperling, les différents ULNTT et les tests de force, l'examen de la sensibilité, l'examen de la sensibilité tactile. Tout de suite, les explications en vidéo de Vincent. L'objectif ici, c'est de mettre en évidence une souffrance du tissu nerveux. Les tests spécifiques d'épaule peuvent mettre en
tension ou mettent en contrainte les différents tissus nerveux au niveau du plexus brachial par exemple, mais ils n'ont absolument pas la spécificité, ce n'est pas leur rôle de remplir cette fonction. Par contre, on a les tests de mise en tension du tissu nerveux, on a des tests très globaux tels que le slump ou le LASEG et qui pourraient très bien reproduire une symptomatologie cervicale. Et puis on a les tests de mise en tension des tissus nerveux au niveau du membre supérieur. Et il nous reste également tous les outils de l'évaluation du testing neurologique, à savoir l'évaluation de la force, l'évaluation de la sensibilité, tactile, thermique, vibration, tout ce que vous pouvez mettre en place. Question 4. Alors on y retourne. Votre examen clinique ne permet pas de mettre en évidence d'atteinte radiculaire. De même, aucun élément cervical ne permet de mettre en évidence une atteinte cervicale particulière. On va donc se concentrer désormais sur l'épaule de la patiente. On a déjà éliminé une partie de ce qu'on imaginait. On soupçonne un syndrome de la coiffe des rotateurs et on cherche à confirmer ce diagnostic. Parmi les tests suivants, lequel a ta préférence? Le test de Hawkins-Kennedy, le test de Neer, le test de Yoakum, la recherche d'une différence de rotation latérale entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Enfin, aucun de ces tests n'est suffisant. Quelques petites secondes de réflexion. Et bien effectivement, aucun de ces tests n'est suffisant. L'explication en vidéo. Aucun de ces tests doit avoir notre préférence parce que leur capacité à discriminer la structure impliquée est très faible et n'est pas fiable. Et on parle de syndrome de la coiffe des rotateurs. La définition même d'un syndrome, c'est un ensemble de signes et de symptômes. Et donc, une fois qu'on a éliminé les autres pathologies qui pourraient produire des symptômes et des signes similaires, et bien finalement, il nous reste le syndrome de la coiffe des rotateurs qui doit nous suffire. Cas clinique épaule, question 5. Alors, on passe maintenant au diagnostic kinésithérapique. Donc, compte tenu du contexte clinique de la patiente, est-ce que tu penses qu'on peut rechercher efficacement une potentielle rupture d'un tendon de la coiffe grâce à l'examen clinique? Première proposition, non, car il n'y a pas de contexte traumatique qui ressort de l'anamnèse. Réponse B, oui, car ça correspond au tableau clinique avec augmentation progressive des douleurs. Réponse C, non, car la douleur ayant commencé il y a 6 mois, les autres muscles de l'épaule ont pu compenser les déficits engendrés par la rupture. Non, car les qualités métrologiques des tests tendineux sont mauvaises. Et non, mais il peut être intéressant de mesurer ces différents éléments pour assurer un suivi. Alors, est-ce qu'on peut rechercher ou pas? Eh bien, la réponse est non. Effectivement, on ne va pas pouvoir rechercher efficacement une rupture d'un tendon de la coiffe. Les explications tout de suite en vidéo. On pourrait effectivement rechercher une rupture de la coiffe des rotateurs, mais on est un peu trop à distance. On a 6 mois de délai entre le début des symptômes et la consultation en rééducation, et donc c'est un laps de temps qui est suffisant pour permettre aux autres structures de l'épaule de s'adapter et d'avoir mis en place des compensations pour permettre à cette épaule de bouger un peu plus normalement avec une sollicitation plus importante des muscles deltoïdes par exemple, ou bien avec une sollicitation plus importante cette fois-ci en rotation médiale pour permettre de poursuivre le mouvement. Mais on peut quand même utiliser les tests tendineux, bien qu'ils ne soient pas fiables, comme des marqueurs d'irritabilité, comme on vous l'a déjà proposé. Question 6. Alors, quel facteur de l'anamnèse pouvant contribuer à alimenter la problématique chez la patiente ou à augmenter son impact est-ce que tu identifies? D'abord, la pratique de la cogine une fois par semaine. Ensuite, la présence de troubles anxio-dépressifs, le métier sédentaire de la patiente, le traitement hormonal en lien avec la ménopause précoce, et enfin, les tensions dans le trapèze droit. Ouais. Eh bien, ce que l'on va identifier, ce sont la présence de troubles anxio-dépressifs, réponse B, et le traitement hormonal en lien avec la ménopause précoce. Le fait d'avoir un métier sédentaire, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à diaboliser au cours des dernières décennies, et puis finalement, on se rend compte que ça n'a pas l'air d'être aussi grave que ça, que ça peut avoir un impact surtout sur l'intensité des douleurs, mais que ça n'augmente pas la fréquence d'apparition des douleurs par rapport à quelqu'un qui ne serait pas sédentaire. Par contre, chez cette patiente, on a deux éléments dans l'anamnèse qui peuvent alimenter la problématique. C'est le fait qu'elle présente des troubles anxio-dépressifs d'une part, et d'autre part, le fait qu'elle ait un traitement hormonal en lien avec sa ménopause précoce qui peut être un facteur de risque, notamment par rapport à tout ce qui est en lien avec l'ostéoporose. Question 7.
Allez, on va passer maintenant à la prise en charge de notre patiente. Alors, suite au bilan, on établit le diagnostic suivant, syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec déficit de force et d'endurance en abduction. Les objectifs de rééducation sont fixés avec la patiente et sont les suivants. Récupérer les amplitudes actives du membre supérieur droit, ne plus avoir de limitation sur des mouvements du membre supérieur pour l'aquagym et pouvoir porter sa plus jeune petite fille qui a 15 mois. Alors, quels outils allez-vous employer pour atteindre l'objectif récupérer les amplitudes actives du membre supérieur droit? Petit 1, les levées de tension. 2, des mobilisations actives. 3, des ultrasons. 4, des techniques neurodynamiques. 5, des ondes de choc radial. 6, des exercices de la région cervicale. Eh bien, je propose de faire des mobilisations actives et des exercices de la région cervicale. Dans cette question, il y a des techniques qui sont contre-indiquées. Je vous ai parlé des levées de tension dont je ne suis pas un fervent défenseur, notamment dans les problématiques de coiffe des rotateurs, du fait des contraintes qu'ils vont mettre sur les structures de la coiffe. Les ultrasons, qui sont aujourd'hui clairement un placebo, voire un mauvais placebo, mais éventuellement, pourquoi pas. Les ondes de choc radial, elles ne sont pas recommandées dans la prise en charge du syndrome de la coiffe des rotateurs, et en tout cas, surtout pas en première intention. Par contre, on va pouvoir proposer à cette patiente des mobilisations actives et puis des exercices de la région cervicale pour l'aider dans sa problématique. Allez, cas clinique épaule, question 8. Parmi les interventions suivantes, lesquelles te paraissent être de bons compléments à la prise en charge rééducative dans le cas de cette patiente? Infiltration de corticoïdes, kinésio-taping, cryothérapie, prise de paracétamol, thérapie par laser ou enfin dry needling, ou plutôt appelé également puncture sèche. Hop, et ben moi je te propose kinésio-taping, la prise de paracétamol et le dry needling. Alors dans cette question, on vous propose des outils en plus pour servir d'adjuvant dans la prise en charge. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est principalement la prise en charge de paracétamol, d'un antalgique simple, à proximité des séances, si on met en évidence qu'il y a une légère irritabilité des tissus qui se met en place, et donc ça va permettre à la patiente de mettre en contrainte son épaule sans avoir un excès de nociception. On peut également lui proposer du dry needling. Alors les preuves sont assez conflictuelles et il n'est pas impossible que d'ici quelques temps ce ne soit pas recommandé. Donc je vous appelle à prendre des pincettes par rapport à ces techniques, bien que pour l'instant ça apparaît dans certaines recommandations. En tout cas, ce qui n'est pas forcément indiqué, notamment lorsqu'il y a présence de faibles douleurs, c'est les injections de corticoïdes qui n'ont pas montré d'amélioration globale des résultats à moyen terme, mais qui peuvent être intéressantes lorsque la douleur est très importante ou qu'il y a de fortes limitations fonctionnelles, avec évidemment un usage modéré. La cryothérapie et le laser, vous pouvez abandonner dans la prise en charge de l'épaule douloureuse, ça n'a strictement aucun effet. Question 9. Allez, on continue. Parmi les exercices suivants, lesquels doivent te permettre d'augmenter la capacité de la coiffe des rotateurs de la patiente à supporter des contraintes prolongées. En décubitus ventrale, place les bras en chandelier, on serre les scapulaires en tenant 20 secondes. Sinon, des shrugs en rotation, lever et redescendre les épaules dans le plan frontal avec les membres supérieurs en rotation latérale en tenant des poids dans les mains. Ensuite, placer une bande élastique sur l'épaule douloureuse et la caler sous le plié, puis lever le bras, coude fléchi, pour ensuite le tendre au-dessus de la tête avec un poids dans la main. Proposition D, tendre un élastique entre les mains, réaliser des squats tout en levant les deux bras en élévation maximale en regardant l'élastique tendu. Enfin, E, lancer et rattraper une balle lestée. Allez, quelques secondes de réflexion. Et ce sont toutes ces propositions que l'on va pouvoir mettre en place pour aider notre patiente. Des explications tout de suite en vidéo. Toutes les propositions sont bonnes. Elles permettent de solliciter la coiffe des rotateurs dans la durée et dans des modalités un petit peu différentes, des positions différentes, des niveaux de charge différents. Évidemment, on adaptera tous ces exercices en fonction de l'irritabilité des tissus pour permettre une remise en charge progressive. Question 10. La patiente a évoqué lors de l'anamnèse que ses douleurs cervicales avaient augmenté dans le mois suivant l'apparition de la douleur à l'épaule. Quel pronostic tu peux donner quant à l'évolution de sa problématique? Les douleurs cervicales n'évolueront pas désormais parce qu'elles sont maintenant,
Les douleurs cervicales nouvellement apparues peuvent diminuer avec la résorption des symptômes de l'épaule, la prise en charge de l'épaule contribuant à la diminution des douleurs cervicales. Les douleurs sont produites par propagation des symptômes de l'épaule à la région cervicale. Avec le temps, elle devrait retrouver des caractéristiques qu'elle avait avant la problématique de la coque des rotateurs. Enfin, les douleurs cervicales peuvent contribuer à ralentir l'amélioration des douleurs d'épaule de la patiente, mais ne doivent pas décourager la patiente quant à leur disparition. Quelques secondes de réflexion et les deux bonnes réponses sont les réponses B et D. La présence conjointe de douleurs cervicales et de douleurs d'épaule est un facteur prédictif d'un moins bon pronostic dans la rééducation de l'épaule. Cependant, ça ne doit pas nous faire penser qu'on ne pourra absolument pas aider cette personne. Bien au contraire, ça veut simplement dire qu'il y a deux secteurs à aller travailler, à aller explorer, l'épaule et la région cervicale.